Bonjour à toutes et à tous, je suis Samira Pinel-Ferriol. À travers ce premier épisode du podcast consacré à la formation de conseillers en économie sociale familiale, partons à la découverte de ce métier. Nous parlerons des missions du CESF, des problématiques rencontrées sur le territoire martiniquais, ainsi que des accompagnements sociaux proposés aux personnes et aux familles dans leur vie quotidienne. Pour en parler, je suis accompagnée d'étudiantes de ma classe du lycée Joseph Gaillard à Fort-de-France, Alésia Pastel, Joaline Cosser et mesdames Arlette Privat, Seigneur d'Api Silver et Peggy Marajo, voix off. Et nous sommes également accompagnés de Monique Myrtil, responsable de formation de CESF. Vous souhaitez mieux comprendre notre rôle? Vous êtes au bon endroit, restez avec nous. Mais de manière plus claire, Alésia, qu'est-ce que le DE-CESF? C'est très simple, Samira. Le DE-CESF est un diplôme d'État qui forme des travailleurs sociaux au grade licence. Il leur permet d'accompagner les personnes et les familles dans la gestion de leur vie quotidienne, que ce soit dans le domaine du logement, du budget ou encore de l'alimentation, et également de la vie sociale. Mais Samira, crois-tu que tout le monde connaît ce métier? Pour le savoir, nous avons réalisé un micro-trottoir. Écoutons les réponses. Connaissez-vous le métier de travailleur social? Oui, à peu près. Les gens qui travaillent pour s'occuper des anciens, quoi. Il y a pas mal de femmes qui travaillent pour s'occuper des anciens, c'est tout. Non, du tout. Non. À quoi ce nom vous fait penser? Travailler dans l'économie, je sais pas. Non, je connais les métiers d'assistante sociale, de conseillère en économie sociale et solidaire qui fait les budgets avec les familles, qui apprend aux familles à faire les budgets, comment gérer, les menus à moindre coût, réutiliser, éviter le gaspillage. Après, je ne connais pas tous les métiers ni toutes les facettes de métiers. Pas vraiment. Donc vous ne connaissez pas les différents professionnels, les différents travailleurs sociaux qui existent en tout cas? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de... Par exemple, une assistante sociale, après il y en a d'autres. Parce que je connais les AESH, etc. et tout, mais je ne sais pas si c'est des travailleurs sociaux. Mais non, le seul que je connais, c'est au CMP. À Périnon, je sais qu'ils offrent justement... un peu comme un centre pluridisciplinaire où il y a aussi des assistantes sociales en plus des psychologues, des psychiatres, etc. Ce qui fait un bon groupement en fait pour aider les gens, je pense. Mais vous vous rendez compte? Notre métier mérite vraiment d'être connu davantage. Mais les filles, nous avons également interrogé des personnes qui connaissaient les missions du CESF sans connaître le nom de ce métier. Mais Madame Myrtil, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette formation? Bien évidemment, je n'attends que ça. Alors, à l'origine, on ne parlait pas d'économie sociale familiale, on parlait d'enseignement ménager. Il s'agissait de former des jeunes femmes de la noblesse déshéritée à devenir des épouses modèles. Et puis, avec le temps, les femmes sont parties travailler, elles étaient moins à la maison, et il fallait les former à ce moment-là pour être efficaces. Tout faire à la maison, mais dans un laps de temps un peu plus restreint. Et est né en 1969 le BTS en économie sociale et familiale pour professionnaliser ces dames et surtout répondre à la politique publique de la Caisse nationale d'allocation familiale qui finançait cet enseignement pour les familles. Et en 1973, on a complété donc ce BTS avec le diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale qui depuis a beaucoup évolué et qui sera de nouveau réformé à partir de 2027. Mais alors, cette formation a-t-elle toujours existé en Martinique? Ah, pas du tout. Vous savez bien qu'en Martinique, on attend que les choses se fassent pendant des années ailleurs avant de savoir si on peut les organiser chez nous. Alors, mesurer l'écart. La formation du CESF a été ouverte en Martinique en 2019. Et elle existe uniquement au lycée Joseph Gaillard. Nous avons diplômé une cinquantaine d'étudiants
filles et garçons, qui exercent dans de nombreuses institutions, tant en Martinique qu'ailleurs, en Guyane, en Guadeloupe, dans l'Hexagone, dans des institutions diversifiées. Mais ces institutions, vous pouvez les découvrir tout à l'heure avec les professionnels que vous avez interrogés. Vous écoutez le podcast « Comment devient-on conseiller ou conseillère en économie sociale familiale ?» Comme nous l'a dit Madame Myrtil, le métier s'exerce différemment selon les publics et les institutions. Pour l'illustrer, nous avons choisi d'interroger 3 professionnels qui travaillent dans des institutions différentes. Notre première professionnelle est Madame Leila Emeli, CSF à la Croix-Rouge. Écoutons-la. Avez-vous choisi l'institution Croix-Rouge ? J'ai choisi l'institution Croix-Rouge pour faire mon stage lorsque j'étais en DEC-ESF. Ce qui m'a vraiment attiré dans cette institution, c'est le fait qu'ils accompagnent des personnes en sortie de prostitution, majoritairement des femmes. Et sur le long terme, moi, j'aimerais vraiment travailler en fait avec ce public, des femmes en fait qui sont victimes de toutes sortes de violences, pas forcément que des violences sexuelles, mais aussi des violences conjugales. Donc, il m'a semblé vraiment très intéressant de faire mon premier stage, en tout cas dans cette institution. Y a-t-il des particularités par rapport à ce public ? Déjà pour côtoyer ce public, voir si aussi émotionnellement j'étais capable aussi de pouvoir entendre ces parcours de vie, de pouvoir les accompagner comme il se doit. Et ensuite, en fait, à la fin de ma formation DEC-ESF, j'ai été contactée par mon ancienne tutrice qui, pour raison personnelle, devait repartir sur la métropole et qui m'a proposé en fait de reprendre son poste. Donc le stage s'est effectivement très bien passé, aussi bien pour moi que pour eux. Mon travail là-bas a été apprécié et du coup j'ai été recontactée un petit peu avant la fin de la formation, peut-être un mois avant la fin de la formation, pour pouvoir intégrer leur équipe en tant que CESF. Et là, ça va faire 7 ou 8 mois que j'y suis maintenant, donc j'ai vraiment pu prendre ma place au sein de l'équipe. C'est vraiment une équipe pluridisciplinaire, on travaille ensemble, il y a beaucoup d'échanges. D'ailleurs, on est en open space avec les éducatrices pour pouvoir échanger au maximum sur les différents profils, les différents accompagnements, toujours dans le but de mieux accompagner ces personnes vers l'insertion sociale, professionnelle, par le logement. Vraiment leur garantir de pouvoir s'insérer socialement de la façon la plus optimale possible, puisque le dispositif dure 2 ans. Quelle posture professionnelle adoptez-vous pour faire face aux problématiques du public que vous rencontrez ? Ma posture professionnelle va reposer avant tout sur de l'écoute active, sur le non-jugement, sur vraiment le respect de la personne. Elles ont des parcours de vie difficiles, mais elles n'ont pas toujours eu le choix de ces parcours et c'est vraiment important de pouvoir les respecter et de ne pas juger. De pouvoir aussi être dans l'écoute, parce que le fait d'écouter va vraiment nous faire gagner du temps sur la suite. Ça nous permet aussi d'apprendre à les connaître et de voir aussi comment nous adapter à chaque situation. Y a-t-il des particularités par rapport à ce public ? Chaque personne avance à son rythme. Il y a des personnes qui vont aller beaucoup plus vite dans l'insertion sociale. Il y en a d'autres qui auront besoin de beaucoup plus d'accompagnement, beaucoup plus de répétition. Il va falloir expliquer les choses plusieurs fois. Donc, il est vraiment aussi important de faire preuve d'empathie envers ces personnes et être aussi disponible pour elles. Comment les amenez-vous vers l'autonomie ? Il est quand même important, à mon sens, dès le départ, de leur faire comprendre qu'il s'agit d'un accompagnement et pas de l'assistanat. Donc vraiment les valoriser aussi, leur donner des tâches à réaliser dans cet accompagnement, vraiment en valorisant leur travail et en leur montrant qu'elles sont capables de faire lorsqu'on leur explique et lorsqu'elles ont toutes les informations en leur possession. Quelles sont les qualités requises pour être CESF à la Croix-Rouge en Martinique ? Le fait de s'adapter est aussi très important parce que, comme je le disais juste avant, chaque personne avance à son rythme et donc il faut pouvoir faire preuve de patience et de bienveillance, d'adaptabilité en fonction des personnes que nous avons en face de nous pour que l'insertion se fasse au mieux pour tout le monde, dans la bonne humeur, dans la bienveillance et que les personnes ne se sentent pas non plus rabaissées, incomprises ou qu'elles aient l'impression en fait de nous embêter. Donc c'est vraiment ça, s'adapter, pouvoir vraiment mettre en place l'écoute active pour mieux adapter en tout cas le projet
d'insertion en fonction de la personne que nous avons en face de nous. Vous écoutez le podcast Comment devient-on conseiller ou conseillère en économie sociale familiale? Chaque CESF, par sa personnalité et ses expériences, a une approche spécifique de l'accompagnement social qu'il mène. Maintenant, nous allons écouter M. Lelubois, notre second professionnel interviewé qui travaille au CCAS du Saint-Esprit. Bonjour M. Lelubois. Bonjour Mme Pinel-Ferriol. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis Lelubois Ali, je suis conseiller en économie sociale et familiale depuis 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel? Pour rester juste sur le parcours en tant que CLSF, j'ai travaillé au CCAS du Robert, j'ai également travaillé à l'association des soins palliatifs de Martinique, le réseau Rospel. J'ai travaillé également à l'UDAF, à la MFR du Mont-Rouge, à la MFR de Rivière-Pilote et au CCAS du Saint-Esprit. Quel est votre rôle au sein de la formation du DEC-ESF? Alors, je suis formateur depuis cette année sur le DC2, la partie positionnement professionnel, éthique, déontologie du professionnel CESF. Pourquoi est-il obligatoire d'avoir des professionnels du terrain dans l'équipe pédagogique de formation? Alors, c'est peut-être pas obligatoire, mais en tous les cas, ça reste un plus pour les étudiants d'avoir des personnes qui ne sont pas éloignées du terrain, qui ne sont pas éloignées de la réalité des choses, parce qu'on a parfois tendance à avoir beaucoup de théories en cours avec des professeurs et des professeurs qui ont peut-être été professionnels à un instant, mais ça fait beaucoup d'années qu'ils sont professeurs et donc rester dans le cadre de l'enseignement théorique ne donne pas non plus forcément la visibilité sur les évolutions du terrain, les évolutions de la société, les évolutions du travail et des structures. Donc avoir plusieurs professionnels de structures différentes, de milieux différents, de publics différents, ça permet d'avoir une ouverture pour les étudiants un peu plus proche de la réalité du moment. Quelles compétences transmettez-vous aux étudiants? Ça, il faudrait demander ça aux étudiants. On essaye d'apporter notre savoir, notre quotidien, nos difficultés aussi. Savoir que tout n'est pas tout rose et qu'on n'est pas non plus des super-héros à avoir réponse à tout. Qu'est-ce que je souhaite apporter aux étudiants? La réalité de la vie. Maintenant, qu'est-ce que j'apporte aux étudiants? C'est aux étudiants de répondre directement. Vous avez dit que vous travaillez actuellement au CCAS du Saint-Esprit, donc à quoi ressemble une journée de travail? Ça va dépendre des jours et des missions et voilà, il y a un petit peu de tout. Dans les missions que j'ai au CCAS, il y a l'accompagnement social, il y a l'accompagnement budgétaire de certains, les aides financières, aides alimentaires. Il y a aussi pour moi une partie sur l'animation de vie sociale avec le centre social. Donc, en fonction de ce qu'on fait de la journée, les journées sont totalement différentes, aucune ne se ressemble. Quel public accompagnez-vous? Alors, la vocation d'un CCAS, c'est justement d'être la première structure de proximité de l'aide sociale. Donc, on est appelé à avoir absolument tous les types de publics de 0 à 99 ans. Bon, bien sûr, ce n'est pas le public de 0 ans qui nous interpelle, mais les parents. Mais on gère, on est amené à avoir une attention sur absolument toutes les tranches d'âge, tous les types de publics, tous les types de personnes, peu importe leur pathologie, leur impotence, leur origine. Voilà. On a absolument tout, puisque le CCAS est un service de proximité des habitants de la ville. Et quelles problématiques rencontrez-vous? Du fait, justement, de la multiplicité
des publics, des personnes, on a toutes les problématiques à gérer. Maintenant, la Martinique étant une île vieillissante, le Saint-Esprit ne fait pas exception. Donc on a énormément de personnes âgées. C'est vrai que sur le quotidien, on voit toujours deux problématiques liées aux personnes âgées, le grand âge, le vieillissement, l'isolement, les difficultés liées à la retraite, etc. Alors, quelles qualités sont nécessaires pour exercer ce métier? Est-ce qu'il y a une qualité particulière à avoir? Peut-être pas. Se connaître soi-même. C'est pas une qualité en soi, mais c'est un fondamental du CESF. Se connaître soi-même pour savoir déjà quel type de public lui correspond le mieux et à quoi on peut faire face comme situation sans que cela ne nous affecte personnellement ou ne baisse la qualité de nos réponses, de notre travail. Et quelle évolution professionnelle envisagez-vous? Personnellement, j'aime bien ce que je fais. Je pense que je fais ce métier pour échanger avec les gens. Donc, l'orientation, par exemple, dans les postes à grande responsabilité qui éloignent du terrain, des postes de grosse direction, etc., c'est pas pour moi. Mais moi, dans mon plan de carrière, c'est voir le maximum de public possible dans le maximum de structures possibles. Donc, à l'avenir, je ne sais pas où je me retrouverai, mais ce sera dans un service différent que CCAS. Mais Joaline, il est vrai que ce métier permet de découvrir des univers différents. Effectivement, Alésia. La 3e CESF, Mme Margot Ribel, responsable de Solipays, épicerie sociale et solidaire du Prêcheur, nous a apporté certaines réponses. N'ayant pas pu assurer l'enregistrement, la voix off de Mme Ribel est interprétée par Mme Peggy Marajo. Écoutons-la. Pourquoi avez-vous créé l'association ? Alors, j'ai créé cette association parce que j'ai constaté qu'il y avait un réel besoin et qu'il n'y en avait pas dans le territoire du Nord Caraïbe. Les besoins étaient là, comme je viens de le dire, les familles étaient nombreuses, elles ont des difficultés financières, elles ont besoin d'un accompagnement. Et en fait, il semblait important de proposer quelque chose de proximité. Mon objectif, ce n'était pas juste de distribuer des denrées alimentaires, mais vraiment de créer un lieu de vie, un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement. Une épicerie, ce n'est pas juste un outil qui permet aux personnes de retrouver leur autonomie, c'est aussi la confiance en elles et sortir de l'isolement. Pensez-vous que le territoire présente des problématiques spécifiques ? Oh là là, le territoire Nord-Caraïbe, je dirais le nord tout court de la Martinique, présente de nombreuses difficultés, pas d'emploi ou peu d'emploi. Les personnes avec de petits revenus, les activités irrégulières, on connaît le travail au noir chez nous, et de nombreuses familles monoparentales. Et une population de plus en plus vieillissante. Pas valable pour le Nord-Caraïbe, valable pour toute la Martinique, mais enfin bref, on dispose très peu de retraites ou alors des retraites modestes. Les situations entraînent bien sûr donc des répercussions, précarité importante, surtout sur le plan alimentaire, et certaines familles qui privilégient peu des aliments peu coûteux pour le peu de repas qu'ils passent en famille et font pas de bons choix pour leurs enfants. Notre première mission, donc, c'est donc de lutter contre cette précarité alimentaire et de proposer une alimentation de qualité, équilibrée et accessible. Mais nous avons rapidement compris que toutes ces difficultés ne s'arrêtaient pas à l'alimentation. Beaucoup de personnes souffrent d'isolement. Dans certains ateliers que nous proposons autour de la cuisine, de la nutrition, de la parentalité, il faut aussi les problèmes de budget, et les droits, l'accès aux droits, ou encore à l'insertion professionnelle, en partenariat avec des acteurs du territoire. Ces ateliers, donc, comme je viens de les énumérer, permettent aux bénéficiaires de sortir de chez eux, donc la lutte contre l'isolement, de rencontrer d'autres personnes, de reprendre confiance en eux, donc l'estime de soi dont j'ai parlé tout à l'heure, de créer du lien social, et c'est un aspect essentiel pour notre accompagnement. Qu'avez-vous mis en place pour accueillir la population vieillissante ? Alors, nous avons commencé par mettre en place le service de livraison à domicile pour les personnes âgées en premier lieu, et ensuite pour les personnes en situation de handicap.
Surtout sur le Nord Caraïbe, les difficultés de transport sont encore plus importantes qu'en Martinique en général, et ces personnes ne peuvent tout simplement pas se déplacer jusqu'à l'épicerie. Il était donc indispensable d'aller vers elles. Ensuite, pour nos retraités, l'accès à l'épicerie n'est pas conditionné à une limite de temps, car les revenus ne changent pas. Pouvez-vous nous parler de vos fonctions en tant que directrice? Alors, je suis diplômée conseillère en économie sociale et familiale, et aujourd'hui directrice de l'association. Mon poste est donc très polyvalent. Je pilote la structure dans son ensemble, je recherche les financements, j'élabore les budgets, je réalise des bilans d'activité, je gère la partie administrative et comptable et je développe les projets de l'association. Donc je travaille bien sûr avec les partenaires dont on a parlé tout à l'heure, le CCAS du Nord Caraïbe, les travailleurs sociaux de la CTM, la CAF et les nombreux partenaires qui interviennent dans nos ateliers. Parallèlement, je conserve aussi la mission d'accompagnement social auprès des bénéficiaires. Je les accompagne dans la gestion de leur budget, dans leur démarche administrative, dans l'ouverture de leurs droits et à la recherche de solutions adaptées à leur situation. Enfin, je reste impliqué dans le fonctionnement quotidien de l'épicerie. Même si un gestionnaire assure son fonctionnement, je participe régulièrement à son organisation et je viens renforcer l'équipe lorsque c'est nécessaire. Pour moi, être directrice d'une épicerie sociale, ce n'est pas seulement gérer une structure. C'est être présente sur le terrain, comprendre les besoins des habitants, mobiliser les partenaires, construire les réponses concrètes pour améliorer durablement leur quotidien. Une épicerie sociale n'est pas seulement un lieu où l'on vient faire ses courses, c'est un véritable outil d'insertion sociale qui permet de répondre à l'urgence alimentaire tout en accompagnant les personnes vers davantage d'autonomie, de dignité et de lien social. Comme nous le voyons, le métier de CESF présente de multiples facettes. Les 3 CESF que nous vous avons invités à découvrir sont des exemples de diversité professionnelle dans la mise en œuvre de leur mission. En Martinique, le vieillissement de la population, la solitude qui s'installe au quotidien chez les personnes âgées, vivant loin de leurs enfants, installés souvent dans d'autres territoires, accentue l'isolement, la précarité, le non-accès aux droits et les besoins d'intervention sociale dans leur vie quotidienne. Le métier de CESF est enrichissant car toutes les situations d'accompagnement social sont uniques. Chaque institution de travail délivre des missions spécifiques et le ou la CESF peut y progresser en cours d'emploi. Chacun des CESF peut se former afin d'offrir de nouvelles compétences en intervention sociale adaptées au public concerné. Aujourd'hui, en Martinique, de jeunes CESF ont créé leur entreprise pour répondre à des appels à projets et travailler sur plusieurs aspects des besoins sociaux de la population. Cette nouvelle façon de vivre le métier les rend polyvalents très rapidement. Nous vous proposons de les rencontrer dans un prochain épisode du podcast Être CESF en Martinique. C'était en direct du lycée Joseph Gaillard de Fort-de-France en Martinique, Samira, Joaline, Alésia, Monique, Peggy et Arlette, moi-même. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet Le Potager des mots, né d'un partenariat entre le lycée Joseph Gaillard et Happy Silvers. Il est financé par la CGSS. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.